Nous pouvons concevoir que l'espace a commencé avec l'atome primitif et que le commencement de l'espace a marqué le commencement du temps. C'est une théorie qui a été avancée non seulement par moi-même, mais par Wegener il y a bien longtemps, qui appelait les rayons cosmiques des rayons fossiles, en ce sens qui sont des témoignages des tout premiers âges du monde, et que pour ma part, je préférais appeler les rayons du feu d'artifice primitif. On l'appelait Monseigneur le Maître, l'abbé ou le chanoine le Maître, le professeur le Maître, et plus particulièrement, en privé, plus simplement aussi, Georges le Maître. Nous n'avions pas conscience d'avoir devant nous un scientifique qui avait apporté à la connaissance de l'univers une innovation, une découverte aussi importante que celle apportée par Copernic au XVe siècle ou bien par d'autres dans le courant du XVIIe comme Kepler, Galilée, Newton. Monseigneur le Maître était un chercheur relativement solitaire. Il a eu un collaborateur qui était Odon Goddard. Il a eu d'autres collaborateurs, dont André de Prix. Mais on ne peut pas dire qu'il ait créé réellement une école de cosmologie. La preuve, c'est que personne, à l'heure actuelle, ne se revendique réellement d'appartenance à une école le Maître, quoi. Et au fond, il avait un sens du cocasse, plutôt, de la grosse plaisanterie. Une grosse boutade. Un bon wallon, à ce sujet-là. Les plaisanteries n'étaient pas trop fines, et puis il les secouait d'un rire monumental. Et il aimait se promener après le repas de midi, et une de mes besognes était de l'accompagner dans ses promenades. Si bien qu'à Louvain, on m'appelait le compagnon du chanoine. Alors, en ce moment, pendant ces promenades, il réfléchissait et il disait des tas de choses que moi, je ne comprenais pas. Mais j'étais poli, et je l'écoutais, et ça se terminait toujours à la pâtisserie de Bellevin. La pâtisserie de Bellevin, qui était place Foch, était au rez-de-chaussée où il avait son appartement. Son appartement était à l'étage, et on allait manger un petit gâteau. J'ai eu le privilège de le découvrir au travers de tous ces articles, ces manuscrits, ces petits cahiers, ces blocs-notes d'étudiants dans lesquels il confiait ses états d'âme, au travers de nombreuses coupures de presse que nous possédons encore, des photos, et bien entendu au travers des témoignages de son entourage qui l'a connu et approché directement. Fondée au XVIIe siècle par un lointain aïeul venu de Bordeaux, la famille Le Maître s'est implantée dans la région de Charleroi. C'est là que le grand-père de Georges Le Maître, qui s'appelait Édouard Sévère, est devenu un grand capitaine d'industrie au temps de l'essor des charbonnages, des maîtres de forge et des souffleurs de verre. Il a pu offrir à ses 4 fils une formation universitaire et leur assurer une bonne base de départ dans la vie. La naissance du petit Georges le 17 juillet 1894 a été une des dernières joies d'Édouard Sévère, qui est mort la même année. Georges Le Maître et ses 2 jeunes frères, Jacques et Maurice, sont nés dans une maison heureuse, rue du Pont-Neuf à Charleroi. Joseph et Marguerite, leurs parents, forment un couple uni et aisé.
Joseph Lemaître, avocat de formation, était patron verrier. Il dirigeait la verrerie de l'Étoile, un nom prémonitoire. Joseph Lemaître est aussi un père comblé. Ses 3 fils sont bien cotés à l'école, surtout l'aîné, qui fait ses humanités gréco-latines au collège du Sacré-Cœur, à quelques pas de la maison familiale. Georges est vraiment très doué pour les études et si tout se passe bien, il sortira de rhétorique à 16 ans. Pour maintenir sa verrerie à la pointe du progrès, Joseph Lemaître y a essayé la toute nouvelle technique de l'ingénieur Fourcault. Mais l'expérience a mal tourné. Un four a explosé, l'usine a brûlé. Mal couvert par les assurances, Joseph Lemaître est ruiné. Recourir à la faillite? Non, ce serait un déshonneur. Il fera face, il paiera ses dettes, vendra la maison de la rue du Pont-Neuf et la famille émigrera à Bruxelles pour habiter à la rue de Bracquelaire. Comme prévu, Georges a terminé à 16 ans ses humanités chez les Jésuites à Charleroi. Il y a montré de solides dispositions pour les mathématiques. Il a l'étoffe d'un futur ingénieur des mines. Avant de l'envoyer à l'université, une année de spécial maths ne serait pas inutile. On l'envoie au collège Saint-Michel de Bruxelles. Et puis ce sera l'Université catholique de Louvain où il réussira son grand enthousiasme, mais sans problème, ses candidatures. Quelques jours avant de fêter ses 20 ans, Georges a réussi avec distinction sa première licence. Il projette avec son frère Jacques une randonnée à vélo dans le Tyrol. L'été s'annonce beau en ce mois de juillet 1914. Georges et Jacques sont effectivement partis à bicyclette. Pas vers le Tyrol, mais Charleroi, pour s'enrôler dans le corps de volontaires. Ils font la bataille de Lombardsheim, puis ils sont mutés dans l'artillerie, où Georges se spécialise naturellement en balistique. Un jour, il conteste le calcul d'un officier instructeur qui le met dehors, et son frère avec lui, pour faire bonne mesure. Ils sont décidément inséparables. Cette entente qu'ils avaient, qui était une affection profonde et je crois assez rare entre 2 frères. Je me souviens aussi, et là je fais un retour parce que là j'étais toute jeune, que lorsque nous sommes partis en évacuation en 40, eh bien j'entends encore mon père dire et redire, s'inquiétait pour son frère, il disait « Mais où est Georges? Je me demande où est Georges. Et pourvu qu'il ne soit rien arrivé à Georges. » Et c'était vraiment son grand souci. Je crois qu'il a aimé ce frère plus que quiconque au monde et peut-être plus que nous, ses propres enfants. C'est bien comme je n'arrive pas. Je me suis dit, il fallait absolument. Encore un peu de café? Non merci, tout était vraiment parfait. Remarquable ma chère. À présent je préfère un bon petit cigare. Jacques, je vous sers. Volontiers. Cette tarte est superbe. Mais avoue quand même que notre cher lieutenant avait raison cette fois de se fâcher. Oui. Et sa tête, quand je lui ai dit non, mon lieutenant, je vous assure, cette équation ne peut pas être juste, regardez vous-même. Et le pire, c'est qu'il a essayé de comprendre le pauvre. Vous voyez, mon lieutenant, à présent, votre manuel de tir ne sera plus faussé. Mon vieux, tu lui as répondu ça? J'aurais voulu voir ça. Ah, je lève mon verre à la santé du lieutenant et aux équations de balistique. Allons, Georges, pour vous faire pardonner de votre impertinence, jouez-nous donc quelque chose de sensé. Excellente idée, mon ami. Faites-nous entendre ce que vous jouiez hier après-midi, afin que tout le monde puisse en profiter.
La famille, c'est très important chez les Lemaître. Et malgré le destin exceptionnel qui l'attend, Georges ne l'oubliera jamais. Il servait certainement de trait d'union entre tous les membres de la famille. Ça allait non seulement pour ses parents, cette affection, ça allait également pour ses deux frères, pour ses neveux et nièces, et également même pour ses cousins et cousines des parents très éloignés, qu'il rencontrait lors de ses voyages. Il ne manquait jamais de prendre contact avec eux. Il avait ce sentiment familial très développé, comme vous le voyez. Vis-à-vis de sa mère, il avait évidemment un certain respect vis-à-vis de sa mère. Il avait une grande tendresse, il organisait des voyages avec elle. Et cependant, il avait toujours son humour. Et une anecdote, si vous voulez bien, que je vais vous raconter. Sa mère exigeait que l'on soit à table à l'heure bien fixée pour les repas. Et un jour, mon oncle Georges s'est présenté seulement au dessert. Et sa mère l'a regardé et lui a dit « Alors Georges, on ne s'excuse pas ?» Et il lui a répondu ceci « Je ne m'excuse pas parce que je suis inexcusable. » À la sortie de la guerre, l'adjudant Georges Lemaître décide qu'il sera prêtre. Il y pensait déjà depuis l'âge de 9 ans. Avant de revêtir la soutane, toujours sous l'uniforme militaire, il était rentré à l'université de Louvain pour y accomplir son autre vocation, celle de mathématicien et de physicien. Il a passé son doctorat avec la plus grande distinction. On lui a proposé d'entamer une carrière de professeur à Louvain. Cela viendra en son temps. Maintenant, le séminaire. À Malines, une formation accélérée de 3 ans a été organisée à l'intention des vocations tardives. Tout seul, il rédigera un mémoire pour l'attribution d'une bourse d'études qui lui permettra, à partir de 1923, d'aller apprendre encore plus, d'abord en Angleterre, puis de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Si l'Europe est fertile en théoriciens, l'Amérique est riche d'astronomes qui disposent de nouveaux télescopes très puissants. À Cambridge, dans la banlieue de Boston, où il y a un observatoire, Georges Lemaître fréquente simultanément le Massachusetts Institute of Technology et l'école de Harvard. Il y rencontre des maîtres du calcul et de l'observation qui lui permettent de donner corps à ses idées théoriques qu'il avait affinées l'année précédente à l'université de Cambridge en Angleterre, au contact d'Arthur Eddington. Eddington et les Hollandais de Sitter sont les 2 vedettes mondiales de l'astronomie à l'époque. Dès 1924, Lemaître prépare une thèse de doctorat au MIT et sera promu quelques années plus tard au grade de PhD, mais non sans mal. Aux États-Unis, l'un des hommes les plus en vue est Edwin Hubble. Cet ancien avocat devenu astronome sur le tard scrute patiemment le ciel à travers les lentilles géantes du télescope du mont Wilson, en Californie. Et il découvre des choses bien étonnantes. Il constate qu'il y a beaucoup de galaxies en dehors de notre Voie lactée. Et aussi que le spectre lumineux de la plupart de ces galaxies est curieusement décalé vers le rouge, comme si elles s'enfuyaient dans toutes les directions du ciel. Ce décalage vers le rouge, qui est une propriété essentielle qui permet aux astronomes de mesurer la vitesse de récession des galaxies. D'abord, qui a permis de montrer que les galaxies s'éloignent toutes de nous, ce qui est la donnée fondamentale qui montrait un univers qui n'est pas statique, puisque si toutes les galaxies s'éloignent, ce qu'on appelait l'expansion de l'univers. Par analogie, ça nous est très familier, d'une part avec le son. Les ondes sonores sur ce plan se comportent comme la lumière. Quand vous êtes sur l'autoroute en panne et qu'une voiture passe devant vous, vous entendez... Eh bien, ce son très haut au début, puis quand la voiture passe devant vous, ensuite qui devient plus bas, c'est précisément que la voiture qui vient vers vous, sa vitesse, les ondes sont repoussées, si on peut dire, vers vous, et elles sont plus aiguës. Et ensuite, quand la voiture est passée, les ondes sont allongées par son mouvement et elles sont plus graves. L'effet Doppler sonore, c'est si un corps s'approche de vous, le son est plus aigu, s'il s'éloigne, le son est plus grave. L'analogue existe, on l'appelle Doppler-Fizeau, c'est le physicien français Fizeau qui a montré que ça pouvait aussi s'appliquer à la lumière. Si un corps s'approche de vous, sa lumière est plus aiguë, c'est-à-dire elle est plus bleue, l'équivalent d'être plus aigu chez les ondes, c'est d'être plus bleu. Et si le corps s'éloigne de vous, sa lumière est plus rouge. Et c'est en observant, ce que Hubble a montré, c'est que les galaxies sont toutes
plus rouge qu'elle ne devrait si elle ne bougeait pas. Ça, c'est pas facile de voir comment on arrive à déterminer ça, mais c'est très bien déterminé. Mais les galaxies sont plus rouges qu'elles ne devraient, et elles sont d'autant plus rouges qu'elles sont plus loin. En travaillant sur les équations de la relativité générale d'Einstein, le maître parvient à donner un sens aux observations de Hubble. Si le spectre des galaxies extérieures est décalé vers le rouge, d'autant plus qu'elles sont lointaines, cela ne peut avoir qu'une signification, c'est que l'univers est en expansion. Une idée révolutionnaire. À cette époque, la cosmologie classique concevait un univers intangible, statique, éternel. Georges Lemaître avait assemblé correctement un puzzle dont il avait patiemment récolté les pièces depuis que dans les tranchées de l'Isère, il avait lu les hypothèses cosmogoniques d'Henri Poincaré. Et tout le petit monde de l'astronomie allait bien vite admettre les conclusions du jeune prêtre belge, Eddington en tête. Certainly Lemaitre did not start de nouveau. He built upon the work of Einstein, who had discovered a wonderful theory of gravity. He built on the work of the Americans, who had discovered apparent motions of the galaxies as if the galaxies were rushing away from us. Lemaitre was the one who understood the connection between the theory that Einstein had built and the observations that the Americans had that suggested that the universe is expanding, leading to the remarkable idea that the universe in the past was different from what it is now. Even Einstein, you know, never conceived of that. It was quite an enormous step to think that the universe changes, that the universe is not eternal. It's easy to imagine evolution of things within the universe, but that the universe itself should evolve was a giant step. And I believe it was Lemaitre who first took that step. Vraiment, la contribution la plus importante de Lemaitre, c'est d'avoir pensé à une histoire de l'univers. Et dans ce rapport au Conseil Solvay en 1958, il explique sa position. Il dit que dans son modèle, il y a un début. Mais il dit que beaucoup de gens n'aiment pas cela parce qu'ils préfèrent des solutions statiques, c'est-à-dire des solutions dans lesquelles il n'y a pas d'histoire. Second, he took the bold step of saying, if the universe was changing, then there must have been a time when the universe was wildly different from what it is now. Much denser. This he called the primeval atom, a very happy term, I've always thought. Often the same context is the same idea is now expressed as the Big Bang theory. That's an unfortunate choice of words. One does not think of the expanding universe as an explosion, for after all, an explosion is localized. The universe is expanding everywhere. On arrive à un univers qui n'est pas fermé, qui n'est pas simplement une machine qui se déroule, mais un univers qui évolue, dans lequel la nouveauté apparaît. L'univers n'est pas une répétition des données qui étaient incluses dans le Big Bang, mais se crée au fur et à mesure qu'il évolue. Et Einstein, que pensait-il de tout cela ? Votre mathématique est correcte, avait-il concédé à l'abbé Lemaître, mais votre physique, quelle abomination ! Einstein avait réfuté de la même façon les solutions d'un jeune météorologue russe, Alexandre Friedmann, qui concluait déjà que les équations de la relativité générale donnaient lieu à un univers instable. Einstein n'aimait pas beaucoup cette idée que le monde pouvait avoir un commencement. Cela rappelait trop le dogme chrétien de la création. Lors de leur première rencontre au fameux congrès Solvay de Bruxelles en 1927, Einstein ne prête à Lemaître qu'une attention distraite. Mais plus tard, il finira pourtant par admettre qu'il avait tort et que la physique de Lemaître n'était pas aussi abominable qu'il l'avait cru. Il recommandera même le chanoine Lemaître pour l'attribution en 1934 du prestigieux prix Francky d'une valeur de 500 000 francs belges qui était avant-guerre l'équivalent d'un prix Nobel. Les années 30 seront pour Georges Lemaître fertiles en voyages et en rencontres. La publication outre-Atlantique de son article sur l'atome primitif et sa propagation dans les milieux scientifiques lui donne une notoriété internationale. La presse américaine ne manque jamais l'occasion de relater les conférences qu'il donne de Québec à Los Angeles. À
Albert Einstein a d'autres soucis. Il a vu monter dans son pays natal la puissance nazie. Dès 1933, lors d'une escale à Anvers, il a renoncé à sa nationalité allemande. Il pressent déjà que les physiciens de sa génération, et il y a beaucoup d'Allemands parmi eux, sont capables de libérer les forces colossales qui dorment au cœur des atomes. Alors, Einstein, le pacifiste, se met à prêcher le réarmement des démocraties. Il voit venir cette guerre qui va ravager le monde et il a peur que l'Allemagne hitlérienne gagne la course à l'arme suprême. Le chanoine Lemaître, lui, ne peut que subir l'occupation allemande en poursuivant vaille que vaille ses activités universitaires pendant toute la durée de la guerre. Joseph, son père, est mort en 1942. Lui-même échappera de peu à la fatalité quand son appartement de la place Foch à Louvain sera ravagé par une bombe alliée en 1944. C'est un magnifique piano. J'en ai joué petit très longtemps, j'adorais aller chez mon oncle jouer là-dessus. Pourtant c'était un piano qui en avait toutes les couleurs. Pendant la guerre, il a valsé à travers l'appartement de mon oncle au moment du bombardement de Louvain. Et il est criblé de shrapnel. Et il est comme lui, il a fait la guerre. Voilà. Mais ça reste un magnifique piano. Après la guerre, en 1946, Georges Lemaître peut publier son ouvrage majeur qu'il prépare depuis plusieurs années, L'hypothèse de l'atome primitif. Mais ses idées n'ont plus le succès d'autrefois. Une autre cosmologie tient le haut du pavé. Elle est vigoureusement défendue par un remuant cosmologiste anglais, Fred Hoyle. Autour des années 50, la conception audacieuse d'un univers en expansion, lancée 20 ans auparavant par le chanoine Lemaître, n'est plus à la mode. Sa théorie n'était pas acceptée dans les milieux internationaux. Parce que j'étais avec lui à une conférence en 1960 à Pasadena, et là on disait « This is the Big Bang Man ». On se moquait de lui en disant « Big Bang Man ». Il était très aigri à ce sujet-là, il était aigri. C'est alors qu'est apparu un travail par des cosmologistes britanniques, Bondi, Galt et Hall, qui ont proposé une toute autre vision de l'univers. L'univers est toujours en expansion, mais l'univers n'a pas eu de commencement. Il est éternel dans le passé, dans le futur, et il a toujours le même visage à chaque moment. Aussi, comme la densité de l'univers diminue à cause de l'expansion, il faut bien remplir les creux qui se produisent, et ces cosmologistes avaient imaginé que de la nouvelle matière était créée à chaque moment. C'est pour ça qu'on a baptisé ce modèle de création continue. The idea of the steady-state universe that we proposed in 1948 was that the universe would go on in the same way as we see it now, would always have been, like, broadly speaking, as it is today, and always will be. But since we see the universe as expanding, matter moving apart, we proposed that matter was being created in the background all the time, making new galaxies which in turn age and move apart. So it was like a population, for example, like a human population or something that would renew itself at a constant rate, and there would be no beginning, no end, and a continuity. Lemaître n'aimait pas beaucoup le modèle de Hall, mais Hall n'aimait pas du tout le modèle du Big Bang. D'ailleurs, le terme Big Bang est dû à Fred Hoyle, est un terme de dérision. Il avait qualifié de cette façon le modèle de Friedman Lemaître parce qu'il trouvait complètement détestable. I knew Lemaître
first in 1952 at the International Astronomical Union meeting in Rome, and then over the years until the early 60s at many conferences, including the Solvay Conference in Brussels and another Astronomical Union meeting and so on. So I had many occasions to discuss these things with him, and he was always very benevolent and kind about such discussions. There was never any confrontation. In fact, he invited me to give a lecture in Louvain sometime during those years, and I found him a delightful person. I had many discussions on the argument whether the Big Bang cosmology, for which Lemaitre and George Gamow were the main proponents, whether that was the major system one should investigate or the steady state. Many people were on our side of the steady state as more elegant and clearer solution to the problem. But in the end, various items of observation came along that seemed to favor the Big Bang cosmologies. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant aux États-Unis dans les années 60, 56 à 60, on n'en parlait pas beaucoup du Big Bang parce que ça sentait un peu le soufre. On se disait, oui, un chanoine, le pape avait eu le malheur de dire que c'était le Fiat Lux. Alors évidemment, il y avait tout un mouvement. Quelquefois, la philosophie peut nuire, non pas seulement parce qu'elle cherche à prouver des choses, mais aussi parce qu'elle cherche à les nier. C'est-à-dire que les influences des opinions philosophiques en science sont généralement désastreuses. La science doit fonctionner indépendamment de ce qu'on pense ou ce qu'on ne pense pas, de votre religion ou de votre athéisme. Une véritable attitude scientifique, c'est une attitude dans laquelle vous faites table rase de ce que vous avez envie de trouver et vous dites « qu'est-ce que je vais trouver ?» Bonjour Paul. Pour sa part, le chanoine Lemaitre n'a jamais mélangé la science et la religion. Il a dit un jour à un journaliste américain « Il m'est apparu qu'il y avait deux voies qui menaient à la vérité, et j'ai décidé de les suivre l'une et l'autre. » Personnellement, j'estime qu'une telle théorie reste entièrement en dehors de toute question métaphysique ou religieuse. Le chanoine Lemaitre était d'une certaine façon, dans son travail de recherche, dans ses conférences, dans ses écrits, plus physicien que ecclésiastique. Et il mettait même en garde ses auditeurs ou ses lecteurs contre des dérapages conceptuels éventuels qui pourrait être dû à une interprétation abusive des résultats physiques que lui trouvait. Jamais dans son enseignement, il n'a fait allusion disons, au fait qu'il était prêtre et que ça puisse et à corréler ça avec une autre théorie, la sienne par exemple. Au contraire, il ne voulait absolument pas mélanger ces deux aspects. Maintenant, une phrase de lui qui éclaire un peu sa position. Au cours d'une causerie, dans un colloque de scientifiques, il rappelait que Napoléon avait demandé à Laplace, enfin le mathématicien, ce que Dieu faisait faire dans sa science. Et Laplace aurait répondu, « Sire, je n'ai pas besoin de cette hypothèse. » Et le maître ajoutait, « J'ai trop de respect pour Dieu pour en faire une hypothèse. » Je crois que ça situe le maître. À partir de 1960, le chanoine Lemaitre devient Monseigneur Lemaitre. Nommé à la présidence de l'Académie pontificale des sciences, il est élevé au rang de prélat domestique. Il s'acquittera parfaitement de sa tâche, même quand il sera chargé de problèmes aussi exotiques que le contrôle des naissances. Alors il s'est de nouveau retrouvé en contact avec des gens qui avaient son tempérament intellectuel, sa vigueur, etc.,
Et il s'est de nouveau épanoui à l'intérieur de l'Académie des sciences. Il aimait beaucoup cette affaire d'Académie des sciences et il a rendu beaucoup de services à la Cour Vaticane à travers l'Académie des sciences, vraiment. Et il aimait ça, il aimait ça. Il rencontrait des gens comme Monseigneur de Lacroix, le Père O'Connell, etc. Gens qui avaient des visions, visions de l'essence intellectuelle, etc. Ça lui plaisait beaucoup. C'était sa troisième existence, la présidente de l'Académie pontificale des sciences. C'est une fonction qu'il remplissait avec énormément de dignité et de sérieux, incontestablement. Et il avait certainement un prestige, parce que dans son académie, il y avait des gens comme Heisenberg, comme Oort, enfin les plus grands astronomes et physiciens, et puis d'autres encore, des gens liés à la biologie ou à d'autres sciences. En tout cas, il leur en imposait, et non, il était vraiment le right man and the right place, enfin, l'homme qui convenait pour cela. Sur le clavier du piano et sur celui des calculatrices, ce n'était pas la même musique. Mais Georges Lemaître y avait toujours fait preuve d'une égale dextérité. Dans le domaine de la musique, il faisait confiance aux compositeurs classiques, Bach, Chopin ou Messiaen, et suivait fidèlement leurs partitions. Mais quand il s'agissait de calcul, il entendait écrire lui-même la partition, avec une audace et un sens visionnaire qui ont impressionné ses étudiants. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Lemaître s'est rendu compte que les États-Unis avaient avancé prodigieusement et étaient passés du stade analogique au stade électronique. Ce sont les premières machines à calculer. Et il avait ce sens de ce que le calcul électronique allait faire pour le monde scientifique. Ça, il l'avait énormément. Un peu après l'exposition, il a fait venir la première Burroughs. C'était une machine tout à fait l'E 101. C'était une machine absolument incroyable, avec un cylindre gigantesque sous lequel il y avait 220 mots de 11 chiffres décimaux. C'est vraiment dérisoire par rapport à ce qu'on fait maintenant. Et sur cette machine-là, il faisait des calculs très très complexes, très compliqués. Et dans des machines, d'ailleurs, avant celle-là, il avait travaillé sur des vieilles Mood Hopkins, qui sont des espèces de monstres mécaniques épouvantables, qui n'avaient même pas la division, et qu'il programmait grâce à des taquets, de façon à calculer des séries comme ça. Il avait vraiment le génie de tirer d'un outil qui n'était pas fait pour cela des choses absolument incroyables. Il a osé, avec les petits moyens de calcul dont il disposait à l'époque, essayer d'entreprendre de gros problèmes mathématiques. En 1945, 50, 60, Lemaître était bien en avance de ce que les gens se croyaient autorisés à faire avec des calculateurs électroniques. Lui, il se rendait compte des problèmes essentiels qu'on pouvait aborder, et il essayait de les aborder avec les petits moyens. Cette période a été une période extraordinairement intéressante parce que c'était la naissance des ordinateurs et il avait une vision extraordinaire de comment les choses allaient devoir se développer. Et je crois qu'il a été bien en avance sur son temps. Ça l'amusait énormément de voir tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'il avait rêvé de faire quand il était jeune, sur les petits moyens qu'il avait à l'époque. Et alors il voyait la discipline grandir. Ça lui plaisait énormément. Il entrevoyait ce qui allait se passer. Ce qui se passe maintenant. Il lui est arrivé de pousser le bouchon un peu loin dans l'originalité, et ainsi cette méthode de calcul qu'il prétendait simple et rapide, en tapant 4 lettres, I, J, K ou L, ou encore avec de drôles de signes qui ressemblaient à de la sténo. Alors il s'est mis en tête de créer un calcul binaire en quaternion. C'était ce que nous avions appelé le clic-calcul. Il a commencé par essayer sur les étudiants ingénieurs pour voir ce que ça donnait.
Mais il était persuadé que ça emballait tout le monde, alors il est allé plus loin. Essayer pour les enfants des écoles primaires. Puis après, ça s'est dilué. Il m'avait choisi parce que j'étais un grand zéro en calcul. Et il m'a dit très gentiment, écoute, nous allons essayer parce que si ça marche avec toi, ça marchera avec tout le monde. Ça n'a pas marché. Comme professeur aussi, Georges Lemaître était considéré comme un original. La correspondance et l'administration étaient les cadets de ses soucis. Et s'il était à l'heure à ses cours, c'était vraiment un accident. Il faisait partie de cette catégorie d'enseignants qui ont le don d'inspirer à la fois le respect et le chahut. Et dans le fond, il aimait le chahut. On donnait la consigne, on ne bouge pas. Alors il arrivait, on se levait, on se rasseyait, pas de bruit, pas de conversation. Il commençait à donner son cours. Et on sentait d'une inquiétude croissante. Ça, il se demande. Puis finalement, qu'est-ce que vous avez, vous autres, aujourd'hui? Vous êtes malades, tous? Alors on restait encore en silence. Mais moi, je ne sais pas donner cours comme ça. Bon, le chahut éclatait alors dans tous les sens. À vous dire, à mon idée, si j'ai un peu de chance, j'aurai une distinction. Au moins, moi. Il aimait bien donner cours dans une atmosphère de bruit. Il ne supportait pas le silence. Oui, mais je dois dire aussi que dans les dernières années, quand il rentrait d'un cours, il disait « Mon Dieu, je dois avoir une grosse migraine ». Il prenait quelques pilules. Un de mes grands souvenirs de Lemaître, indépendamment du grand scientifique qu'il était, c'était sa capacité, en licence, surtout en seconde licence en dernière année, à venir très souvent donner cours sans l'avoir préparé. Même si la matière parfois était trop difficile pour nos pauvres esprits d'étudiants, il transmettait surtout l'élan, l'intérêt de la matière. Et les étudiants étaient très étonnés de voir un professeur se lancer dans des démonstrations en se cassant la figure, en se trompant, en effaçant. C'était vraiment quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et donc il nous apprenait en fait, il nous donnait le droit à l'erreur et en même temps il nous donnait cet engouement profond pour les choses mathématiques. Il ne se prenait pas du tout pour le monsieur qui se trompe jamais. Moi, le scientifique qui ait telle réputation, vous comprenez bien, je ne me trompe pas, absolument pas. Vers le milieu des années 60, le vent avait tourné dans le vaste champ brumeux de la cosmologie. L'hypothèse de l'univers stationnaire avait du plomb dans l'aile et l'idée de l'atome primitif initiée par Georges Lemaître reprenait des couleurs. Elle avait entre-temps changé de nom. On l'appelait désormais l'hypothèse du Big Bang. Et elle allait s'imposer durablement. I should remember one final thing that Lemaître did. He was perceptive enough to force people to realize that if the universe did expand from this wildly different state, then there must be fossil evidence left over from that very different state. He initiated a search for those fossils. His candidate were the cosmic rays. In fact, we now, I think, very convincingly understand the cosmic rays originate locally within our galaxy. Sur une colline du New Jersey, les laboratoires Bell avaient installé pour la NASA un radiotélescope qui avait servi aux pionniers des télécommunications par satellite. Et cet engin, aux formes biscornues, avait été ensuite utilisé pour des observations astronomiques générales, en particulier par deux jeunes physiciens des laboratoires Bell, Arno Penzias et Robert Wilson. Un jour, en scrutant le ciel sous une longueur d'onde particulière, ils ont enregistré un curieux rayonnement qu'ils retrouvaient dans toutes les directions de l'azur. Ce rayonnement très faible affichait 3 degrés Kelvin. Il était perceptible dans la gamme des micro-ondes et paraissait baigner tout l'univers. Penzias et Wilson ont d'abord cru que leur antenne leur jouait une farce, comme ça arrive souvent avec des radiotélescopes, mais après des mois d'observation et de calcul, après avoir éliminé toutes les causes techniques possibles, leur rayonnement froid était toujours là, omniprésent et mystérieux. At the time we were using an antenna here to do several radio astronomy experiments.
involving its special character. It's an antenna where we could understand all of the sources of radiation. Most radio telescopes are a little bit diffuse about where some of their radiation comes from. One of the things we wanted to do was to measure a halo of our own galaxy. So we were trying to sort that out, and we were operating first at a frequency where we didn't expect to see the halo. So in a sense, we were doing the control experiment first. We were going to try to measure as though we were looking for the halo and expected to find zero. And as you know, we didn't ever find zero. Arno and I were confused about what was going on. We kept measuring an extra 3 degrees in our antenna, and we believed in the physics of things. We ought to be able to understand where that came from. And we thought we understood a lot about the antenna and the receiving system. We'd been looking at this for about a year, and Arno heard from Bernie Burke that one of Dickey's postdocs, I guess, Jim Peebles, had written a paper about background radiation and that we ought to contact Dickey. And so Arno actually called Dickey and initiated the contact. At that point, we had no explanation for what was going on. He provided the explanation, I believe, in terms of multiple Big Bang at that time. C'était bien venu du fond des âges la rumeur fossile du Big Bang. Penzias et Wilson allaient être récompensés de leur opiniâtreté 13 ans après leur découverte en recevant le prix Nobel de physique 1978. À la fin de sa vie, tout de même, il y a eu les découvertes astronomiques qui ont montré qu'il y avait un rayonnement primitif à 3 degrés K, 3 degrés de température. Et j'ai eu le triste honneur de lui annoncer, il était malade, très gravement malade, que sa théorie allait maintenant être acceptée universellement. Et il était très content. Il dit « Ah, mais je suis content maintenant, hein? Au moins on en a la preuve. » Parce que jusque-là, on n'en avait pas la preuve. Je parle de l'existence de ce début à caractère plus ou moins explosif du début de l'univers. Miné par la leucémie doublée d'une maladie cardiaque, Monseigneur Lemaître est mort le 20 juin 1966 à l'hôpital Saint-Pierre à Louvain et sa dépouille mortelle a rejoint le caveau familial en terre de Marcinelle. Une joie avait embelli ces derniers jours, celle de voir sa théorie confirmée par une observation capitale. Une peine lui avait été épargnée, celle de voir se consommer le divorce des 2 sections linguistiques de sa chère université de Louvain, déchirée par un nationalisme bordé. Mais son génie visionnaire est resté plus vivant que jamais. La théorie du Big Bang s'est progressivement consolidée et la NASA allait même envoyer dans l'espace, au début des années 90, un satellite spécialement conçu pour ausculter de plus près ce fameux rayonnement fossile. Un de ceux qui a fait beaucoup parler de lui, c'est le satellite Kobe, qui a vérifié avec une précision extraordinaire que le rayonnement fossile est bien un rayonnement fossile, c'est-à-dire un rayonnement thermique, émis par un corps à une seule température, qui a permis de trouver des inhomogénéités dans le ciel. Ces inhomogénéités sont vraisemblablement des germes de galaxies. Donc on a, grâce à cette théorie, à ce satellite Kobe, on a maintenant quelques éléments supplémentaires pour comprendre un des problèmes fondamentaux de la cosmologie d'aujourd'hui, qui est l'origine des galaxies. Nous savons que notre univers est essentiellement fait à très grande échelle de galaxies, des milliards de galaxies, comme des îlots, des archipels dans un océan, mais nous n'arrivons pas à comprendre comment ces galaxies se sont formées. Ça, c'est un problème majeur, et ce satellite Kobe et aussi toute une batterie d'instruments qui ont donné des résultats depuis 1 an ou 2. On a une batterie de résultats nouveaux qui vont nous permettre, nous espérons, de comprendre vraiment comment se forment les galaxies.
Dès 1948, l'héritier spirituel de Lemaître, l'américain George Gamow, avait déjà prédit le rayonnement fossile. Il avait aussi eu l'intuition que certains éléments chimiques s'étaient créés au tout début de l'univers. Gamow was the one, just after the Second World War, who took the data from nuclear physics, developed as part of the war project, and realized that this could be put together into a theory for the origin of the elements. Where do the elements come from, the elements of which you and I are made? He was one of the first to ask that question. He speculated that these elements could have been produced during the hot, early stages of this expanding universe. Il est clair que les recherches actuelles concernent maintenant les premières phases de l'univers, où là on pense qu'il va falloir substituer des modèles plus complexes, avec une physique beaucoup plus compliquée que celle que connaissait Lemaître. Et c'est là, disons, le but de recherche de la majorité des physiciens et des cosmologistes. Essayer de décrire physiquement les premières phases de l'univers, toujours dans le but d'expliquer pourquoi l'univers que nous observons est tel qu'il est. Aujourd'hui, c'est donc à l'échelle subatomique que l'on recherche l'origine de la matière et des radiations d'où a émergé notre univers. Mais paradoxalement, pour fouiller l'infiniment petit, il faut des machines de plus en plus gigantesques, comme le grand accélérateur de particules installé par le CERN dans un tunnel de 27 km sous la frontière franco-suisse, près de Genève. Quel rapport y a-t-il entre cette activité et le Big Bang ? Je crois qu'on peut résumer en disant que la physique des particules élémentaires fait en quelque sorte une archéologie de l'univers en recréant des instants primitifs de l'univers. En effet, dans le modèle d'évolution du Big Bang, vous savez que l'univers est supposé être passé d'une phase dense et chaude vers une phase plus froide au cours de son expansion. Ces interactions que nous recréons ont des densités d'énergie telles que nous revenons en arrière sur la route vers le Big Bang à des endroits particulièrement intéressants. Et en particulier, ces particules que nous créons dans ces collisions à haute densité d'énergie se trouvent être les acteurs qui jouaient les rôles principaux à ces moments de l'évolution de l'univers. Ça peut paraître paradoxal, évidemment, que les physiciens actuellement se penchent sur des phases qui ont duré vraiment des fractions de secondes. On parle maintenant de milliardièmes, de milliardièmes, de milliardièmes de secondes. Et on pourrait penser qu'il s'agit là d'un jeu tout à fait gratuit, un amusement simplement pour physiciens. Mais en fait, ce qui apparaît actuellement, c'est que beaucoup de choses extrêmement importantes pour la suite de l'évolution de l'univers ont été déterminées à cette époque. Et en fait, il semble que si on touche un tout petit peu à certaines conditions physiques du tout début de l'univers, on change complètement son évolution, à tel point que certains astrophysiciens et certains cosmologistes pensent même que si on avait changé un tout petit peu la physique du début de l'univers, les conditions favorables à l'existence de la vie, comme l'apparition du carbone, n'auraient plus été possibles. La nature cache bien ses secrets. Comment est né cet univers dans les premières fractions de seconde après le Big Bang? Comment se sont formées les galaxies, les étoiles? Comment sur une petite planète bleue a pu apparaître la vie? Comment cette vie est-elle devenue intelligente? C'est l'insatiable curiosité de Georges Lemaître qui a contribué à répondre à la question « D'où venons-nous? Où allons-nous » Je le voyais très régulièrement. Il était très content parce que, comme ça lui donnait l'occasion de boire un verre de whisky. On the rock, comme il disait. Il aimait ça. Il n'était pas un buveur du tout. Hein. Ah, je me rappelle une de ses réflexions. Il aimait bien manger et il m'a dit un jour, la gourmandise, c'est un péché, mais c'est le plus petit. Mais tout était avec lui passionnant parce qu'il faisait tout à fond et avec cette sorte de bonheur de vivre qu'il avait. Et c'était pour les enfants et plus tard, quand je suis devenue plus âgée aussi, toujours quelque chose d'étonnant, cette intensité de vie, jointe à l'affection qu'il nous manifestait à tous. Il était très pudique pour les choses qu'il avait fait. Il ne parlait jamais de l'un ou de l'autre. Mais chaque fois, il s'intéressait à une personne en particulier et il écoutait beaucoup et en même temps, il était très personnel. Oui, j'ai le sentiment d'une grande simplicité. Enfin, il ne se vantait jamais.
il ne faisait pas allusion au grand public de ce qu'il faisait. Hein. En licence, il nous partageait par ses recherches, mais très simplement. Moi, je crois que c'est la grande qualité de Lemaitre, c'est la simplicité. Et c'est ça qui l'a rendu tellement sympathique, hein, et tellement, je dirais, proche de ceux qui étaient autour de lui. Hein. L'évolution du monde peut être comparée à un feu d'artifice qui vient de se terminer. Quelques mèches rouges, cendres et fumée. Debout sur une escarbille mieux refroidie, nous voyons s'éteindre doucement les soleils et cherchons à reconstituer l'éclat disparu de la formation des mondes.